Et on se retrouve face à Michel Onfray pour notre rendez-vous du week-end. Bonjour Michel, bienvenue sur le plateau. Ravi de vous retrouver pour une heure de conversation, d'échange sur l'actualité, avec votre point de vue de philosophe, d'écrivain aussi. Votre dernier ouvrage, La Nef des Fous 4 aux éditions Bouquin, compte bien cette époque qui semble avoir perdu la tête. Alors il y a quelque chose qui a beaucoup choqué les Français cette semaine, Michel, c'est ce professeur du lycée Maurice Ravel à Paris qui a dû quitter ses fonctions après avoir été menacé de mort pour avoir simplement demandé à une élève de BTS de retirer son voile, tout cela conformément à la loi bien sûr. Comment ne pas y voir une capitulation en rase campagne de notre République et une victoire des islamistes? Il y a eu de nombreux discours politiques, il y a de nombreuses démonstrations du gouvernement, mais il n'empêche, ce proviseur n'a pas été protégé. Quelle est votre analyse, Michel ? Mais vous faites bien d'utiliser le mot capitulation, presque rase campagne, etc. C'est du vocabulaire de guerre. Je pense que quand le président de la République nous a dit c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, il parlait du Covid. Et que quand il s'agit vraiment de la guerre, il ne voit pas où elle est. On a une guerre intérieure, celle-ci. Moi, je parle de guerre civile à bas bruit. C'est de moins en moins du bas bruit, c'est de plus en plus clair. Ça va finir par être une fanfare. C'est déjà même un peu tonitruant parfois. Et on a dans des lieux comme cela la manifestation que quelque chose se passe. Quand je dis quelque chose, je suis volontairement dans l'usage de ce terme-là. Moi, je persiste à voir de la guerre civile dans cette aventure. On a le scénario de Houellebecq qui se réalise, Soumission. Soumission. Oui, ça se fait tout doucement chez Houellebecq. C'est-à-dire un renoncement plus un renoncement plus un renoncement. C'est-à-dire plein de petits renoncements finissent par faire un grand effondrement. Il y a un moment donné où on peut dire, là, par exemple, islamisme 1, République 0, quoi. Sauf que c'est juste tout de suite, ponctuellement. Si on fait le match depuis des années, on est en train de tout perdre en permanence. Il y avait un philosophe que j'aimais beaucoup qui s'appelait Julien Freund, pas Freud, mais Freund, qui avait fait une thèse un jour où il disait ce qui permet l'essence de la politique, c'est la distinction de l'ami et de l'ennemi. Et il y avait Jean Hippolyte, un autre philosophe, qui lui dit mais non, pas du tout, il faut être pacifiste. C'était des socialistes qui, eux, avaient un peu connu le front et qui disaient non, il faut vouloir la paix. Et Freund disait mais il y a toujours des amis et des ennemis dans un État. Et l'ennemi, c'est pas vous qui le désignez, c'est l'ennemi qui vous désigne. Et ça fait des années que l'ennemi nous désigne. Là, on a eu récemment des commentaires de l'État islamique qui nous disent voilà, il faut taper l'Europe, il faut taper les chrétiens, il faut taper les juifs, il faut taper les États-Unis, il faut taper Israël. Ça s'appelle justement des gens qui nous déclarent des guerres. Et ces guerres qui nous sont menées, nous ne les menons pas. Alors j'aimerais qu'on écoute justement Jean-Pierre Aubin, qui est un ancien inspecteur de l'Éducation nationale. Pour lui, il fait le même constat que vous, c'est une victoire pour les islamistes. On l'écoute. Je suis persuadé que pour les islamistes, c'est une victoire et qu'ils la savourent comme telle. Qu'une jeune fille, par le simple fait de provoquer un proviseur, réussisse à le faire démissionner de son poste et à le faire quitter de ce poste, est pour eux une victoire certaine. Et pour la République, un épisode peu glorieux. Qu'on n'ait pas réussi à retenir ce proviseur, à le protéger, et à faire en sorte que dans cet affrontement qui avait été provoqué, qui était voulu, qui était volontaire, ce ne soit pas l'école qui l'emporte, la République qui l'emporte, mais ses adversaires résolus, c'est quand même quelque chose qu'on peut appeler, comme certains, une capitulation, en tout cas une défaite. Voilà pour Jean-Pierre Aubin, qui était l'invité de Sonia Mabrouk. Vous estimez, vous, que la bataille est perdue, Michel Onfray ? Capitulation, défaite, monsieur Aubin a raison. Je pense que oui. Il m'est arrivé de rencontrer une personne qui était enseignante, qui avait des problèmes dans sa classe et qui n'avait pas lâché. Et qui avait fait savoir, cette personne, que... Sur la question du voile, sur la question de l'islam, sur la question des contenus de l'enseignement, des choses... Je voudrais pas qu'on retrouve cette personne-là, donc je resterai vague. La leçon, c'est que cette personne, à un moment donné, on lui a dit, vous restez chez vous, vous ne serez plus devant les élèves et vous serez payé. C'est ce qui est arrivé à ce proviseur. Voilà. C'est-à-dire, on dit, prenez vos vacances, restez à la maison, vous continuez à être payé, mais c'est vous qu'on éjecte. C'est pas les enseignants qui font leur métier qu'on devrait éjecter. On devrait avoir un vrai dispositif. Parce que là, on nous dit qu'il y a des problèmes. Voilà, Attal qui nous fait savoir que quand il y a eu des cérémonies commémoratives pour la mort de Samuel Paty, il y a des gamins qui ont ricané, qui ont refusé de s'associer à la commémoration, etc. On a leur nom, est-il dit. Et on en fait quoi de ces noms-là ? C'est-à-dire, éventuellement, on leur dit, vous restez 3 jours chez vous. Moi, je me souviens quand on était en colle et que si vraiment on avait 3 jours de colle, c'était pas pour aller chez soi jouer à la PlayStation. Il n'y en avait pas d'ailleurs à l'époque. Mais simplement, il y avait des dispositifs parce que derrière, il y avait une autorité. Où est l'autorité derrière qui permet de dire nous allons gérer ces problèmes-là ? Non. C'est-à-dire que les islamistes vont continuer à avancer leurs pions
Et c'est un peu comme au jeu d'échecs. Si vous perdez des pièces majeures, il y a un moment donné où c'est pas échec, c'est échec et mat. Il y a des grands discours pourtant, Michel Onfray. On va écouter Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation nationale, qui dit on est derrière ce proviseur. La réalité, c'est qu'il a été menacé de mort et qu'il a dû quitter ses fonctions, même s'il est accompagné par l'éducation. On écoute juste Nicole Belloubet et je vous interroge là-dessus. Là encore, l'intransigeance est totale de notre part. Il ne peut pas y avoir d'attitudes qui vont à l'encontre de ce principe fondateur de la République qu'est la laïcité. Le proviseur a remarquablement fait son travail. Nous sommes en plein soutien à ses côtés et il a souhaité, effectivement, à la suite de ces événements, il a souhaité se mettre en retrait. Nous l'accompagnons pendant cette période et nous serons toujours avec nos proviseurs pour veiller à ce que les atteintes à la laïcité cessent. Il n'empêche, le signal est désastreux, Michel Onfray. Elle joue bien du violon, hein. Mais le signal pour les professeurs, les chefs d'établissement, c'est vous perdez en fait la bataille. Oui. Si jamais vous osez dire non à une élève qui veut porter le voile. Mais tout le monde a compris. Je ne sais pas comment elle fait, cette dame, le matin en se rasant, mais le soir en se démaquillant. C'est-à-dire quand ils ont menti toute la journée, en se disant mais je suis... Mais elle croit ce qu'elle dit, sans doute. J'espère que non. J'espère qu'elle sait qu'elle ment quand même. Alors, il y a deux hypothèses où elle ment et elle sait qu'elle ment. Bon, c'est déjà pas terrible. Mais peut-être le pire, c'est qu'elle ne sait pas qu'elle ment. Elle le croit. Nous serons terribles, nous ne permettrons pas, etc. Mais c'est déjà fait. Intransigeant. Oui. Non, c'est déjà terminé. Donc la bataille est évidemment perdue, puis ça va continuer. Et puis de toute façon, ils n'ont pas envie de la gagner, cette bataille. Je pense que tous ces gens, ils ont envie, ils ont besoin de l'immigration, ils ont besoin de détruire la nation, ils ont besoin de détruire le peuple français, ils ont besoin de tout ça. L'immigration détruit la nation pour vous ? Comme elle est pratiquée, oui. C'est-à-dire une immigration. C'est un apport pour la nation aussi. Ça dépend qui et quoi et comment et de quelle manière. Je pense qu'il y a une époque où effectivement on faisait rentrer des gens disant la France a besoin de vous pour ceci, pour cela, etc. Mais c'est pas open bar pour tout le monde quand vous voulez et venez et il y aura même une priorité pour vous. C'est ce qu'on voit quand même. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de priorité étrangère qui est assez sidérante avec pas mal de Français qui disent mais et nous dans cette aventure. Donc non, elle n'est pas crédible. Mais ceci dit, quand on les change, ils ne sont pas plus crédibles. Les ministres de l'Éducation nationale. Mais oui, c'est du verbe. Ils sont interchangeables. Oui. Pourtant, entre Blanquer, Papendiaï, Gabriel Attal et Nicole Belloubet, il y a des différences quand même. Des différences de verbe, mais finalement, ils n'ont rien fait d'essentiel. Puis de toute façon, quand vous êtes quelques mois seulement au ministère de l'Éducation nationale, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Rien. Donc on laisse faire, on continue. Parce que qui gère l'Éducation nationale ? Ce sont les syndicats, globalement. Ce ne sont pas du tout... Ou l'administration. Avec l'administration, vous avez raison. Vous dites aussi qu'on demande aux enseignants beaucoup de choses, en réalité. On leur demande de régler des problèmes de société, d'être à la fois policier, juge, psychologue, nounou, assistante sociale. Oui, mais moi, quand j'étais en pension, il y avait un dispositif qui était réservé à la question de l'autorité. On appelait ça des préfets de discipline, d'ailleurs. Et donc, les professeurs faisaient de l'autorité dans leur classe. Et quand il y avait problème d'autorité, on les sortait on sortait les élèves en disant, vous allez voir le préfet de discipline. Et là, il y avait un dispositif. Et le dispositif était du côté de l'institution, pas du côté de l'enseignant, de l'enfant, je veux dire. Aujourd'hui, l'enfant, éventuellement, il met 3 gifles au prof. Et on dit au prof, qu'avez-vous fait pour mériter ces gifles ? Donc ça devient problématique. Ou pour provoquer l'élève. Oui, si vous les avez eus, c'est que, en gros, vous avez dû dire quelque chose qui a fait que vous les avez mérités. On ne dit pas, non, de toute façon, gifler son enseignant, c'est pas bien. On dit, s'il a fait ça, il avait probablement de bonnes raisons, et les bonnes raisons font que vous avez, probablement de mauvaises raisons de vous être comporté comme ceci ou comme cela. Donc c'est une espèce d'effondrement qui fait qu'une inversion des valeurs, c'est-à-dire les victimes sont les coupables sont des victimes, les enseignants sont considérés comme des délinquants, et puis les délinquants sont considérés qu'après tout comme des gens qui, etc. On voit bien que cette jeune fille, elle a menti, par exemple, que dans le cas de Samuel Paty, il y a eu mensonge aussi. Et personne ne dit... qui dit avoir été bousculée par le proviseur. Oui, alors c'est quand même étonnant, parce que ce sont des gens qui nous parlent des vertus, des valeurs, de l'islam, de la morale, etc., etc. Mais alors ils s'en foutent, Dieu, du mensonge, leur Dieu. Il y a un moment donné où on se dit, mais c'est quand même, ça devrait être un peu grave dans la communauté musulmane. Elle maintient ce qu'elle dit, voilà. Mais le parquet a classé sans suite sa plainte. Oui, c'est ça. Donc on entend bien, tout le monde comprend. Mais personne ne veut dire, on va faire l'analyse de ce qui a été dit, pas dit, de qui ment, du statut du mensonge dans cette religion. Moi, je veux bien qu'on en parle un peu de cette religion, mais personne ne dit, elle a menti, et puis on fait quoi de ces mensonges ? Est-ce que c'est défendable ? Il y a la fameuse taquilla qui justifierait un mensonge pourvu qu'on fasse avancer la cause musulmane. Est-ce qu'il est question de taquilla ici ? Enfin, posons vraiment les questions. Si vous posez ces questions, vous êtes pour certains raciste, vous êtes islamophobe, et donc vous êtes raciste, etc. On connaît l'histoire. Bien sûr. Mais la grande leçon peut-être, et elle est terrible de cette affaire, c'est que pour ne pas se faire attaquer, pour ne pas se faire menacer de mort, peut-être pour ne pas se faire décapiter comme Samuel Paty,
eh bien, il ne faut pas enseigner tout. Il faut faire attention à ce que l'on dit. Il faut faire attention à ce que l'on pense, même carrément. C'est le cas. Vous savez très bien que si vous voulez être tranquille, il y a des sujets à ne pas aborder. Alors bon, quand vous enseignez les mathématiques, ça doit être plus facile que la philo. C'est-à-dire que si vous avez... Ou l'histoire géo. Ou l'histoire géo, ou la littérature, bien sûr, vous avez raison. Je présume que quand on enseigne une langue étrangère, les mathématiques ou le sport, éventuellement, ça doit être plus facile. Encore que, les jeunes filles qui refusent la piscine ou qui refusent éventuellement de courir en short ou je ne sais quoi, ça devient problématique. Mais alors vous avez des enseignants qui disent, moi je n'aborde pas ce sujet-là, parce que j'ai été prof de philo pendant 20 ans, je vois bien quel cours il me faudrait faire et quel cours il me faudrait ne plus faire, ou ne pas faire. Qu'est-ce qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui ? Par exemple, enseigner Darwin, expliquer ce qu'était l'origine des espèces, la révolution de ce livre génial de 1859, puisque vous êtes en train de mettre par terre l'hypothèse créationniste de ceux qui nous disent c'est Dieu qui crée la vie, le monde tel qu'il est à partir de rien. Les chrétiens ont cru ça, puis ont cessé de le croire. C'est un peu plus compliqué maintenant pour les chrétiens, mais les musulmans persistent à le croire. Un certain nombre de musulmans disent, parce qu'il y a un verset du Coran qui nous dit que Dieu a aplati le monde, que la terre est plate. Donc si vous dites que la Terre est ronde, qu'elle tourne sur elle-même autour du Soleil, etc., que ça explique les équinoxes, etc., les saisons, enfin, vous pouvez expliquer plein de choses, eh bien, vous savez très bien que des gens vous diront « Mais non, monsieur, la Terre n'est pas ronde, elle ne tourne pas autour du Soleil. » Puis d'autres qui vous diront « Mais non, nous ne descendons pas du singe. » Puis après, on dira « Mais non, vous n'enseignez pas Simone de Beauvoir, c'est pornographique. » Mais non, vous n'allez pas nous montrer des images d'un nu, de Rubens, ou etc. Enfin, il y a plein de choses qui sont devenues des choses interdites. Mais il y a des profs qui le font tous les jours et qui courageusement font cet enseignement-là et n'hésitent pas à aller sur ce terrain-là. À quoi il faut ajouter qu'il y a aussi... Saluons-les. Alors saluons-les et saluons aussi les musulmans qui, eux, acceptent ça. Les élèves musulmans qui disent « Bon, j'entends ». Parce qu'il n'y a pas que les petits cons, d'une certaine manière. Il y a aussi plein d'enfants musulmans qui écoutent ce discours, qui peut-être ne sont pas d'accord, mais qui acceptent de l'écouter ou de l'entendre. Et c'est ça aussi, l'éducation nationale, avec des gens qui seraient susceptibles de dire « je ne pense pas comme ça, mais je l'entends », ça se discute. Et moi, je vois bien dans un cours comment... ça m'est arrivé d'avoir déjà, il y a une trentaine d'années, une jeune fille convertie. On avait parfois des discussions. Parfois, j'amenais mon Coran en cours, et puis on commentait les versets, etc. Parce qu'il y avait tout de suite cette possibilité encore de dialoguer et d'échanger. Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose du genre, je vais appeler mon père, je vais appeler mon cousin, je vais appeler mon frère, et vous allez voir, ça va mal se passer pour vous. Tout le temps. Mais non, pour cela, parce que c'est une minorité, entendons-nous bien. Mais c'est une minorité agissante. Et si l'État était décidé, il devrait bien savoir qu'il aurait à combattre une minorité agissante et qu'il aurait probablement une majorité de musulmans silencieux qui consentiraient à ce combat-là. Parce qu'il y a plein de musulmans qui disent c'est pas notre islam. Et d'une certaine manière, pas en notre nom, quoi. D'une certaine manière, ça peut se dire ou s'entendre ici aussi. Et donc, on sait bien qu'un tas de profs qui ne veulent pas avoir d'ennui disent je fais l'impasse sur un certain nombre de sujets. Et si je veux faire quelque chose dans l'histoire de l'art, par exemple, ou dans la peinture, je vais éviter de trouver des femmes nues et puis je vais montrer un paysage ou je ne sais quoi, enfin quelque chose qui... Donc, on est déjà dans la censure. Puisqu'on sait très bien que si on a un problème, on a des enseignants, des surveillants généraux, etc., des conseillers principaux d'éducation, comme on dit, qui vous diront qu'est-ce que vous êtes allés les provoquer aussi avec vos peintures de Rubens, là. Il y a encore un dernier point que je voulais aborder sur l'école, c'est cette vague de menaces terroristes contre un certain nombre de lycées, plus d'une centaine de lycées actuellement, avec des emails vraiment très précis, de menaces de faire exploser une bombe, de décapitation. L'école est devenue l'ennemi numéro 1, parce que c'est la transmission du savoir que l'on veut combattre, que l'obscurantisme veut combattre. Pas seulement, je pense que c'est l'Occident qui est devenu l'ennemi numéro 1. C'est effectivement là un concert de rock, mais ça peut être un cinéma, l'opéra, ça peut être éventuellement un musée, on ne fait pas de représentation de Dieu, ça peut être un endroit où on boit de l'alcool en terrasse, enfin, c'est le mode de vie occidental, et c'est partout. C'est-à-dire cette façon de ne pas voir les guerres là où elles sont, et de voir des guerres là où il n'y en a pas, de considérer que le Rassemblement national est dangereux pour la République. Combien de morts ? La question combien de morts Marine Le Pen a-t-elle sur les bras ? Et puis de dire en face, ah non, il n'y a pas de problème avec cet islam intégriste ou cet islam politique. Alors là, les morts, on est capable de dire combien il y en a. Et les menaces de mort, on est aussi capable de savoir combien il y en a. On s'en va chercher des guerres qui ne sont pas les nôtres. On va intervenir au Mali, on va intervenir en Afghanistan, on va intervenir en Irak, on va intervenir en Libye. Là, on interviendrait bien volontiers en Ukraine, en considérant qu'il faut qu'on aille faire des guerres. Et après, on se dit, ah bah tiens, c'est drôle, des gens nous attaquent. Mais ce sont des gens qui nous attaquent parce que d'une certaine manière, on les attaque aussi. L'Occident coalisé a rendu possible à peu près 3, 4, 5 millions de morts parmi le peuple de l'Oumma, de la communauté musulmane. Donc, à un moment donné, on ne peut pas dire on attaque
les communautés musulmanes, on détruit l'Irak, on détruit la Libye, on détruit une partie de l'Oumma, on la méprise. Et puis après, de dire « Ah, mais ils se vengent, mais pourquoi veulent-ils ce genre de choses ?» Donc il y a un moment donné où quand on fait de la géostratégie ou de la géopolitique, on doit pouvoir avoir à l'endroit des communautés musulmanes planétaires un certain nombre de comportements qui nous dispenseraient d'avoir des problèmes avec notre communauté musulmane française. Mais ça suppose de la longue vue et pas du tout de la politique à court terme, du genre est-ce qu'on va gagner les élections, est-ce qu'on va les perdre, combien on va avoir de députés, de sénateurs, ce genre de choses. En disant attention, un chef de l'État, dans la mesure où il a les téléphones portables de tous les gens, il est susceptible d'appeler un tel autre, de s'associer et puis d'être en relation. Et ça ne se fait pas. Et donc, je pense effectivement que Mme Belloubet nous dit « Oh, on va être extrêmement sévère ». Non, il nous faudrait un chef d'État qui soit digne de ce nom et qui soit capable d'avoir une politique à l'endroit des peuples musulmans de la planète qui n'est pas celle qui est menée par l'Occident. Un tout dernier mot, à la limite entre le travail associatif et l'éducation nationale. Vous avez été frappé par le fait que Najat Vallaud-Belkacem, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, actuelle directrice générale de l'ONG One France et de France Terre d'Asile, plaide pour la mixité sociale à l'école. Elle a coécrit un livre qui s'appelle « Le ghetto scolaire ». Elle dit il y a trop d'inégalités à l'école en fonction de votre milieu social, en fonction de si vous êtes en gros riche ou pauvre. Elle veut de la mixité sociale et elle fustige également les classes de niveau. Elle a raison de s'engager à nouveau en politique ? Il faudrait faire un peu de sociologie à la Bourdieu pour voir où ces gens-là mettent leurs enfants. Parce que tous ces gens qui tiennent des discours comme ça, là, moi j'en ai beaucoup connu quand j'habitais à Argentan, qui tenaient des discours comme ça de gauche progressiste, de mixité sociale, et qui mettaient leurs enfants dans le privé parce que c'était mieux tenu, selon l'expression consacrée. Le pape Ndiaye, il lui a fait savoir qu'effectivement, il tenait exactement ce même discours, et pendant ce temps-là, il mettait ses enfants à l'école alsacienne, une école qui coûte très cher. Donc je pense à un moment donné que là aussi, il faut faire de la théorie et pas de l'idéologie. Je me souviens que Mme Belkacem disait il n'y a pas de théorie du genre. Quand elle faisait passer la théorie du genre dans l'éducation nationale en permettant, y compris aux associations LGBT, d'aller faire des cours dans les écoles primaires. Là, c'est exactement la même chose. Ils ont théorisé une bonne fois pour toutes que c'était de l'inégalité, les classes de niveau, et qu'il ne fallait pas d'inégalité. Mais c'est l'inverse. C'est-à-dire les classes de niveau creusent l'inégalité. Moi, j'étais pas bon en maths, par exemple. J'étais pas bon en langue. C'est toujours le cas. Eh bien, s'il y avait eu une éducation adaptée, on aurait dit, il va être dans les endroits où on a des élèves qui ne sont pas bons en maths et on va avoir un enseignement adapté. Cette façon de dire, vous pouvez mesurer 1m90, 1m20, le costume, il est le même pour tout le monde. Peser 120 kg ou peser 40 kg, c'est le même costume. Cette éducation nationale qui veut l'égalité ne veut pas l'égalité, elle veut l'égalitarisme. Et elle estime qu'effectivement, si on met tout le monde ensemble comme ça, il va y avoir, et c'est très libéral, ce truc-là, il va y avoir une espèce d'attraction des meilleurs. Enfin, les meilleurs vont permettre c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut aider les moins bons. Il faut aider ceux qui sont dans des familles en difficulté. Parce que les classes de niveau permettent d'aider les enfants faibles. Et les classes qui sont des classes mixtes, elles permettent à tout le monde d'être mauvais. C'est-à-dire les élites, on leur dit « calmez-vous, vous êtes trop bons, donc attendez que les autres arrivent à votre hauteur ». Les derniers, ça va de toute façon trop vite pour eux, et on fait un cours pour la moitié de la classe, c'est-à-dire globalement, on fait quelque chose de médiocre au sens étymologique pour tout le monde. Voilà, votre diagnostic, en tout cas sur l'école. On fait une petite pause, Michel Onfray, on se retrouve dans un instant. On va parler cette fois de la colère du maire d'Orléans qui s'élève contre le fait qu'un certain nombre de SDF et de migrants soient déplacés de la région parisienne pour les amener en bus dans sa ville. A tout de suite dans Face à Michel Onfray. Et on se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray. Michel, on va évoquer la colère du maire d'Orléans qui dénonce l'arrivée de dizaines de migrants de SDF dans sa ville, envoyés par l'État en bus, évidemment à quelques mois des JO. Selon Serge Groire, c'est plusieurs centaines de migrants et des SDF qui sont arrivés dans sa ville en catimini depuis Paris. On va écouter sa réaction, on va essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Serge Groire. On ne peut pas dire non, ce sont quelques personnes qui arrivent comme ça, d'ici de là, de leur fait à elles. Ce n'est pas le cas, c'est un système qui est organisé et c'est un système qui montre que l'État est incapable d'assumer ses responsabilités et notamment d'avoir une politique migratoire, c'est très clair, et de traiter de la question des personnes qui sont en situation irrégulière sur notre territoire parce que c'est le cas visiblement de la plupart d'entre elles. Voilà pour ce que dit le maire d'Orléans. Tout cela se fait sans que les maires ne soient au courant et prévenus. C'est ça qui paraît absolument aberrant. C'est du nettoyage ethnique. C'est comme ça qu'on pourrait définir la chose. C'est-à-dire qu'on prend des individus, racisés, diraient certains, et puis on les met dans un bus, et puis on les emmène dans un endroit, et on dit au maire, au fait, vous avez 50 personnes qui viennent d'arriver, et puis c'est arrivé une fois, 2 fois, 3 fois, ou je ne sais quoi. C'est honteux. Mais c'est honteux. C'est-à-dire que l'État n'assume pas sa responsabilité ou au contraire l'assume ? Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas imaginer que le préfet ne soit pas au courant.
je ne peux pas imaginer que l'administration ne soit pas au courant. Alors je peux en revanche imaginer qu'un certain nombre de maires ne soient pas au courant et qu'on choisisse un certain nombre de ces maires-là. Il faudrait voir, peut-être faire une petite sociologie et voir s'il y a... Je pense pas d'ailleurs qu'il y ait des maires macroniens, mais enfin, on pourra aller voir qui reçoit. Il y en a de toute façon déjà peu, mais on pourrait imaginer que tous ces gens qui veulent absolument une immigration totale, absolue, etc., soient prioritaires dans cette réception. Mais moi, je persiste à y voir effectivement du nettoyage ethnique. On dit il va y avoir toutes les caméras du monde, puisque c'est en Mondiovision les Jeux Olympiques. Il n'est pas question de permettre à des équipes qui vont pouvoir aller et venir et filmer des choses, de dire, vous avez vu, Paris, c'est ça. Donc on nettoie, on prend les gens, on les colle en province. Alors on appelle ça des sas d'hébergement temporaire pour désengorger l'Île-de-France. Oui, c'est ça. Ça doit donner SAS, il doit y avoir un cycle extraordinaire. C'est quoi, les SAS, ça s'appelle les SAS. C'est ça, mais alors les SAS, c'est quoi? C'est dans les hôpitaux, avec des gens qui sont contaminés, et donc qu'il faut déplacer, et puis après, qu'est-ce qu'on va faire? On va les replacer. Mais je suis très étonné que la gauche n'ait rien à dire là-dessus, mais en d'autres moments, on nous aurait parlé de convois qui vont vers Auschwitz, etc., etc. Là, c'est silencieux, parce qu'effectivement, il faut pas soulever la poussière, il n'y a pas de problème avec l'immigration, mais s'il y a des problèmes avec l'immigration, la preuve, c'est qu'on estime que ça ne fait pas bien dans le paysage, et qu'il faut justement nettoyer la ville en disant, alors jadis, il fallait nettoyer avec les bouquinistes, ça va, les bouquinistes vont pouvoir laisser les livres. Maintenant, on nettoie avec les gens qui sont là en disant, non, ça donnera une mauvaise image de Paris dans le monde, et il ne faut pas. Puis après, on les ramènera. Vous pensez que ce soit les SDF ou que ce soit les migrants, la volonté, c'est de nettoyer Paris pour qu'elle soit présentable, bien sûr, que la ville soit présentable avant les JO. Vous vous rendez compte, il y a combien 3-4 milliards de gens qui vont regarder les Jeux Olympiques, c'est-à-dire que le premier crétin venu qui obtient... je ne voudrais pas donner des idées à des individus, mais je veux dire que vous savez très bien que la planète entière vous regarde et qu'après, de toute façon, l'image va être dupliquée et ce ne sera pas seulement en direct et ça va tourner sur le net, etc. etc. Donc évidemment, le premier journaliste russe qui vient ou pro-russe qui dit vous allez voir à quoi ça ressemble, la France, regardez ce qu'il y a sous les ponts, regardez, etc. Et on fait tourner ça en même temps en disant vous savez, pendant qu'il y a des disciplines olympiques, regardez ce qui se passe ici, etc. Donc effectivement, c'est comme avec l'impératrice de Russie. On lui fabriquait des fausses villes, des villages Potemkin, comme on disait, c'est-à-dire des fausses villes pour lui dire, vous avez vu, c'est très beau, c'était un décor de théâtre. En fait, non, la réalité, c'était pas ça du tout. Et bien là, on nous fait un décor de théâtre. Il faut absolument que Paris ressemble à une scène d'opéra. Et puis, tout ce qui peut un peu gêner, on met ça en province, parce que la province est tout juste bonne à ça. Bon. Il y a une autre question dans l'actualité qui m'intéresse et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, Michel Onfray. Faut-il envoyer l'armée à Nice, dans le quartier des Moulins, où des fusillades se succèdent jour après jour entre trafiquants de drogue, pour le plus grand désespoir des habitants? On va déjà écouter juste la colère d'une habitante de Nice qui dit qu'elle en a tellement assez qu'elle envisage de déménager. Écoutons-la. Il y a eu une bagarre entre civils, entre des jeunes du quartier et des clandestins. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que c'est nous qui devons faire justice aujourd'hui? Non. Voilà. Donc, monsieur Estrosi, s'il vous plaît, on a besoin de vous. Il serait temps de se réveiller quand même. La France est devenue un pays laxiste. Donc nous, aujourd'hui, on en a marre. On en a ras-le-bol. Moi, je compte partir même quitter Nice même. Parce qu'il y en a vraiment marre. C'est terrible d'entendre ce genre de témoignage. Les gens ne sont plus résignés, ils sont en colère, ils veulent partir. En fait. Bien sûr. Et puis on voit bien que ça n'a rien à voir avec les problèmes de racisés, pas racisés ou je ne sais quoi. Il y a juste des Français qui disent, alors ils peuvent être musulmans de couleur ou je ne sais quoi, en disant mais attendez, nous on est Français, on a envie de vivre en France, et débarrassez-nous de ces gens-là qui sont problématiques, quoi. Le problème de l'armée, c'est qu'elle a une fonction particulière, l'armée. L'armée, c'est pas la police. Si la police qui n'est pas l'armée et vice-versa, c'est bien que chacun a sa fonction. On a une armée hyper technique, parce que c'est fini la conscription, comme chacun le sait. Et donc on nous a dit mais la guerre maintenant, c'est une affaire de techniciens, donc on a besoin de gens qui soient des techniciens, d'accord, très bien. Mais on a aussi des élites, des corps d'élite dans l'armée, des commandos, des gens qui font un travail formidable, des gens qui sont affûtés pour faire la guerre. Leur métier, c'est ça. Et moi, pas pour maintenir l'ordre, on est d'accord. Pas pour maintenir l'ordre, c'est-à-dire que ce sont des gens qui tirent sur des humains, c'est leur boulot, quoi. C'est à un moment donné, on leur dit, il faut aller au combat. Il faut sortir de la tranchée, vous risquez votre peau et il faut aller tirer sur l'ennemi, puis il en restera ce qu'il en restera. C'est la jurisprudence de la guerre 14-18. Et ces gens, peu payés, mal payés, ils ont ça chevillé au corps. J'ai un fils dont les enfants sont dans l'armée et qui ont ça chevillé au corps. Des gamins brillants, intelligents, cultivés, etc., qui sont prêts à mourir
pour la France. Je ne suis pas très sûr qu'on ait besoin d'aller chercher ces jeunes garçons, ces jeunes filles, pour aller leur dire vous allez faire des opérations de police dans ces endroits-là. Si vous ne faites pas des opérations de police, vous allez faire des opérations militaires. Ça veut dire qu'il va falloir tuer des gens. Tirer, donc tuer. Donc vous avez des gens qui ont des kalachnikovs, et on leur dit allez l'armée, allez-y. Ça veut dire que là, on déclenche une guerre civile. Et que là, on se dit, bon, il y a des ennemis, ils sont armés, et on envoie l'armée française pour tirer sur d'autres Français qui, eux aussi, sont armés. Je ne pense pas que ce soit pour l'instant nécessaire. Je pense simplement qu'il faudrait qu'il y ait un vrai dispositif, et pas du tout des dispositifs médiatiques du genre, le président de la République arrive... Les opérations place nette qui se déroulent un peu partout en France. Non, sûrement pas ça. Mais ça fonctionne quand même. Il y a des arrestations, des interpellations, des saisies de Oui, drogue. mais pourquoi faire ? Ils vont faire quoi ? Moi, j'aimerais qu'il y ait une série de télévisée, enfin une équipe de télé qui se soucie de ce qui se passe après. C'est-à-dire, le chef de l'État vient quelque part, il se passe quoi avant, il se passe quoi après ? Des gens sont arrêtés, qu'est-ce qu'il est advenu de ces gens-là ? Ils ont été arrêtés, ils ont entendu par des policiers, que sont-ils devenus ? Quelle est la peine que leur a donnée la justice ? Ils sont allés effectivement au tribunal, et ça, ce serait effectivement intéressant. Et on verrait qu'il ne se passe rien. Et on les a écoutés, on a rempli un papier, ils sont repartis, ils ont recommencé, ils ont déplacé le point de deal, et puis voilà, et on appelle ça faire place nette. Non, je pense que s'il y avait un vrai dispositif, mais alors là, c'est pas du tout envoyer l'armée en disant tirez-moi dans le tas, ça c'est quand même pas le moment. S'il y avait vraiment quelque chose de beaucoup plus grave, hélas, genre guerre civile, il faudrait que l'armée joue ce rôle-là. Mais pour l'heure, il y a quelque chose d'autre à faire. Vraiment avec une police, qu'on a une police qui était assez extraordinaire, et puis avec une justice, et puis avec des lieux dans lesquels on pourrait accueillir des gens et ne pas mélanger tout le monde dans les prisons, etc. Ça suppose une vue de la justice, une vue qui ne soit pas celle de notre ministre de la Justice, qui est héritée de celle de Michel Foucault, le philosophe, et qui est hérité de la jurisprudence Robert Badinter. Je pense que nous n'avons plus les moyens de faire semblant de dire que la société est coupable et les victimes sont que les salauds sont des pauvres victimes de la société. Il faut arrêter ça et dire que non, ce sont plus du tout les catégories qui doivent fonctionner, et qu'il faut que la police redevienne la police, l'armée reste l'armée pour ses fonctions, qu'il y ait une prison qui soit digne de ce nom, c'est-à-dire pas de privation de la dignité, la privation de la liberté suffira, mais pas mélanger tout le monde et pas non plus avoir des impunités. Le problème est qu'effectivement, il y a une certaine justice qui considère qu'il faut laisser ces gens-là dehors, que c'est pas très grave, que si la société était bien plus gentille, on n'aurait pas ces pauvres victimes. Non, ça suppose un discours. Qui a ce genre de discours à droite ou à gauche aujourd'hui ? La toile de fond de tout ça, Michel Onfray, c'est le narcotrafic qui est en train d'étendre sa pieuvre et ses tentacules sur l'ensemble du territoire français. Au point que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a dit qu'il pensait qu'il y avait des cartels type Medellín qui étaient en train de sévir sur notre territoire. Je vous propose juste d'écouter, parce que ce qu'il a dit est absolument effrayant. Nous commençons notamment à voir s'implanter des trafiquants étrangers venus de cartels sud-américains sur le sol national. Il faut donc agir vite, car bientôt il sera trop tard. Nous risquons donc, si les mesures nécessaires ne sont pas prises, de voir apparaître de nouveaux Medellín au cœur du continent européen. Vous êtes surpris ? Parce que nous, quand on a entendu ça, on était absolument stupéfaits. De nouveaux Medellín au cœur du territoire. Moi, ce qui me surprend, c'est que je dis, mais je ne sais pas qui... Je suis en vacances, je ne connais pas la France. Je dis, mais ce monsieur est le Premier ministre. Il est chef de l'État, il est ministre de la police, il est ministre de la justice. Non, économie et finances. Oui, mais il était auditionné sur ça aussi. Oui, d'accord. Mais enfin, il y a un moment donné où on se dit, c'est pas franchement son métier ou son boulot, ou alors il devrait y avoir derrière... Si, parce qu'il parlait du gel des avoirs des narcotrafiquants. Oui, voilà. Donc, vous rentrez chez les narcotrafiquants, au portefeuille. Et vous pensez bien que ces gens-là, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas leur argent au Crédit Agricole de la sous-préfecture d'Argentan dans l'Orne. C'est pas ici qu'il y a leur argent. Mais ils ont peut-être des biens immobiliers. À mon avis, je pense que M. Le Maire n'a pas les moyens de voir comment les sociétés écrans fonctionnent, avec les paradis fiscaux, avec la Suisse et tous ces endroits où ces gens-là placent leur argent. L'administration fiscale marche bien dans notre pays. Pour les petits. Pour les petits qui roulent trop vite en traversant un village, ou pour ceux qui ont oublié de déclarer la construction d'une piscine pour leurs petits-enfants dans le jardin, là, il n'y a pas de problème. Il y a des drones, il y a des hélicoptères, et elles fonctionnent bien. Pour les paysans aussi qui taillent leur haie. Pour les paysans qui taillent leur haie, effectivement, et qui risquent de prison presque quasiment la peine de mort. Donc il y a juste, c'est une plaisanterie, hein, mais il y a juste un moment donné où on se dit, il ne faut pas faire le matamor comme ça, en disant, il y a qu'à, il faudrait, etc. Maintenant, on ne va pas découvrir qu'effectivement, le réseau est international ou planétaire. Moi, je dis toujours que le trafic de drogue, c'est la société libérale chimiquement pure. Avec l'espèce de violence, de brutalité, avec une espèce de hiérarchie, sans foi ni loi, il faut gagner beaucoup d'argent, c'est le profit qui fait la loi. Après, peu importe qu'il y ait des enfants qui meurent, qu'il y ait des gens qui deviennent addicts, qu'il y ait des profits d'une immoralité incroyable, que tout ça évidemment échappe à l'impôt. On nous parle d'une économie souterraine, c'est quand même un travail
qui échappe à l'impôt, qui échappe à la fiscalité, donc qui échappe à la société aussi. C'est-à-dire que tout cet argent qu'on laisse courir en disant c'est une économie souterraine, on a besoin de cette économie souterraine, laissez-la faire, parce que si on la refuse, on va avoir des problèmes avec eux. Justement, ce dont nous parlions tout à l'heure, il va falloir qu'on envoie l'armée. Si on ne veut pas envoyer l'armée, laissons faire. Donc, si on laisse faire, c'est comme ça que ça se passe. Et bien sûr que c'est international. C'est pas la drogue française, ce n'est pas que la France qui produirait sa drogue, qui diffuserait et distribuerait sa drogue, etc. Bien sûr que non. On sait bien qui produit. On en a parlé déjà. Il y a le Maroc, il y a l'Afghanistan, il y a le Mexique, il y a des pays d'Amérique du Sud. Et on laisse faire tous ces trafics-là. Donc, on découvre qu'il y a des sous-marins. Mais évidemment qu'il y a des sous-marins. Des petits sous-marins de poche, ça existe. Et puis, comment vous allez faire quand vous emmenez plusieurs tonnes comme ça sous l'eau et pas pouvoir mobiliser la police sur ce terrain-là? Donc on sait très bien aujourd'hui comment on pourrait s'y prendre si on allait voir d'un côté les producteurs et de l'autre côté les consommateurs. Donc il y a vraiment quelque chose à faire, mais sûrement pas dire nous allons saisir les avoirs de ces gens-là dans les paradis fiscaux. Ça permet juste de s'en sortir bien dans une commission d'enquête. C'est à peu près tout. C'était ce que disait le ministre de l'économie et ce qu'ils vont tenter de faire. Il y a un autre sujet, Michel Onfray, que j'aimerais évoquer, c'est ce qui se passe en Israël. Les combats se poursuivent dans la bande de Gaza et le sort des otages est toujours incertain, même s'il fait toujours l'objet de négociations, de pourparlers par l'intermédiaire du Qatar et de l'Égypte. Il y a les otages, 130 otages, femmes, enfants, qui sont toujours prisonniers dans les tunnels de Gaza. 3 Français, je rappelle régulièrement leur nom à l'antenne, Ofer, Orion, Ohad. Pour la première fois, une ex-otage, Amit, s'est livrée au New York Times. Elle a raconté que pendant sa captivité, elle a été victime très régulièrement de sévices sexuels, ce qui dit vraiment ce qu'est le Hamas, si tant est qu'on ne le savait pas. Et puis un témoignage très fort que je voudrais vous faire partager, vous faire écouter, c'est une jeune femme qui s'appelle Laura. C'est une rescapée, elle, du festival Tribe Nova, qui était ce festival de techno en plein désert. Elle s'est cachée, elle raconte chez Pascal Praud ce qu'elle a vécu lorsqu'elle s'est cachée avec son mari dans une caravane alors que les terroristes les entouraient. Écoutez Laura. On commence à voir des blessés, on entend les coups de feu qui se rapprochent. Et c'est le moment que j'ai une conversation avec mon mari. Et comme je connais bien le sud d'Israël, je lui ai dit, ça sert à rien qu'on court. C'est une forêt, on va pas se cacher derrière un arbre. Et si on peut pas prendre la voiture, la caravane. La meilleure option, on va se cacher dans la caravane. Disons que les 40 minutes, quand on est rentré dans la caravane, on a entendu les terroristes débarquer, des hurlements d'Allahu Akbar, des armes qu'on a... Enfin, j'ai vite compris que c'est des automatiques, au son que ça fait. Et on entend les gens hurler, vraiment. Les gens hurler, les gens courir partout, essayer de sauver leur vie et les terroristes. Puis après, ça va devenir un peu plus silencieux, parce que la majorité des gens ne sont plus là. Voilà pour ce témoignage très fort, très bouleversant. Il faut continuer à raconter ce qui s'est passé le 7 octobre, Michel Onfray. Bien sûr que oui. Parce qu'il y a un travail de négationnisme qui est à l'œuvre d'ores et déjà. Ah, mais même pas d'ores et déjà, c'est-à-dire le jour même. Le jour même, ça a commencé. D'abord, certains Palestiniens ont dit que ça avait été fabriqué par les Israéliens eux-mêmes, que c'était des images fabriquées par eux, etc. Dès le départ. Et puis, c'est encore le cas aujourd'hui. Puis nous avons un relais avec la France insoumise d'aujourd'hui, puis avec un certain nombre de communautés musulmanes qui sont dans un islam intégriste et qui défendent cette position-là, en disant, mais 1, ça n'a pas eu lieu, 2, ça a eu lieu quand même, mais ils l'ont bien cherché, 3, c'est eux qui ont commencé, et nous ne faisons que mener une guerre de libération, c'est-à-dire que nous sommes des résistants. Je rappelle que Mélenchon, et je crois la patronne de la CGT, se retrouvaient il y a quelque temps à un tribunal pour défendre un syndicaliste de la CGT qui avait fait savoir globalement qu'il fallait défendre le Hamas. Non, il faut évidemment continuer. Et puis continuer à expliquer aussi ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est bien de faire savoir que les otages sont chez les Palestiniens. Il n'y a pas des endroits où on ne saurait pas où ils se trouvent en disant il y a une prison, où ils sont dans les tunnels ou je ne sais pas quoi. Non, ils sont chez des Palestiniens qui les accueillent dans la maison. C'est-à-dire que c'est un peuple complice. Alors, des gens qui, dans un peuple, sont complices. C'est difficile, après, de savoir qui fait quoi, où sont ces otages. Moi, je pense qu'un certain nombre sont, hélas, déjà morts. Probablement peut-être aussi bombardés par Israël quand les bombardements frappent des quartiers sans savoir ce qui se passe véritablement. On ne sait pas où sont les otages et ce qu'on en fait. Ceci dit, on voit bien des privations, etc., etc. Viol, peut-être mauvais traitement, peut-être assassinat, on saura peut-être un jour ce genre de choses. Je rappelle quand même que le Hamas veut détruire Israël. Que c'est quand même dans le projet du Hamas de détruire, mais ils disent même pas Israël, l'entité sioniste. Et que leur projet, eux, c'est de détruire Israël. Et on dit à Israël, bon, arrêtez.
On dit juste qu'à un moment donné, des gens déclenchent les hostilités, les Israéliens répondent à ces hostilités déclenchées, et on dit, bon, les Israéliens, ça commence à suffire, on commence à parler de génocide à ce moment-là. Mais n'y a-t-il pas un génocide de la part d'un État qui nous fait savoir que dans sa charte, il y a le projet d'une destruction de l'État d'Israël, du Jourdain, qui est à l'est, il faut le rappeler pour ceux qui l'ignoreraient. Qui ignorent la géographie. La mer qui est à l'ouest, etc. En disant, si c'est de la mer de la mer au fleuve, ça veut dire qu'il n'y a plus d'Israël. Ça veut dire qu'on fait quoi des Juifs qui sont là? Ça veut dire qu'on les détruit. Mais le Hamas n'est pas un État. Le Hamas est une organisation terroriste et qui ne représente pas les Palestiniens. La bande de Gaza, c'est un État d'une certaine manière. Il y a un moment donné où, quand les Israéliens s'en vont, ils laissent la bande de Gaza aux Palestiniens. D'une certaine manière, alors évidemment, ils n'ont pas un État à proprement parler, mais ils ont l'État. De quoi faire un État? Ils ont la possibilité de piloter tout. Ils font une économie de guerre. Ils pendent leurs homosexuels. Ils voilent leurs femmes, ils endoctrinent tout le monde. Ils mettent un maximum d'argent dans une économie de guerre en mettant le paquet sur la construction de tunnels. Pendant ce temps-là, c'est pas de l'argent qui s'en va dans les hôpitaux, c'est pas de l'argent qui s'en va dans le travail, de l'argent qui s'en va dans les écoles. Et qu'à un moment donné, où quand Hitler commence à armer l'Allemagne en 1933, il faut bien qu'en 1939, il envahisse. Et puis en 1940, etc., la Pologne, la France, on connaît l'histoire. Donc à un moment donné, on a laissé faire cette économie de guerre et on s'étonne que après l'économie de guerre qu'on a laissé faire, ils ont fait la guerre. Ils ont commencé à mener cette guerre, le Hamas. Donc effectivement, je comprends que les Israéliens cherchent à se défendre en disant, de toute façon, ces gens-là veulent notre mort. Il y a un moment donné où on ne déclenche pas les guerres à la légère. Et il y a des gens qui veulent la guerre. Il y avait la possibilité pour le Hamas de protéger ces populations. Il y a des kilomètres et des kilomètres de réseaux souterrains. C'était facile de dire à la population, vous rentrez là et les bombardements d'Israël ne vous atteindront pas. Ça n'a pas été fait. C'est-à-dire que le peuple palestinien est exposé au bombardement d'Israël alors que le gouvernement du Hamas pourrait protéger ces populations, ce qu'il ne fait pas. Nombre de Palestiniens sont pris en otage par l'idéologie du Hamas, qui est une idéologie antisémite et antisioniste. Donc il faut continuer à le dire et à le montrer, bien sûr. Et on connaît tous l'âpreté de la guerre et de la riposte armée de Tsahal. Pour autant, ceux qui aujourd'hui osent employer le mot génocide sont coupables, à votre avis? Oui. C'est drôle parce que ces gens sont... Drôle n'est pas le mot qui convient, mais ces gens sont tous des adeptes de Robespierre qui, lui, a inauguré l'un des premiers génocides qui était celui des Vendéens. Qu'est-ce que c'est qu'un génocide? C'est de dire détruisez-les tous. Détruisez-les tous. Israël n'a pas dit détruisez-les tous. C'est pas compliqué. Sinon, Israël descendait avec ses avions et bombardait la bande de Gaza du nord au sud, et puis il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus aucun Palestinien. Ça se serait appelé, dans la bande de Gaza, ça se serait appelé un génocide. Ça n'est pas un génocide que de mener une guerre dans laquelle, effectivement, hélas, déclenchée par le Hamas, on le rappelle. Voilà, mais ça s'appelle une guerre dans laquelle il y a des victimes civiles. Je rappelle que la totalité des victimes, enfin peut-être moins 2 ou 3 personnes, mais du 7 octobre, c'était des civils. C'était des gamins, des jeunes, des gens de 20 ans qui s'en vont danser, qui s'en vont faire la fête, qui boivent un coup, et puis ils sont pas des militaires. Et il y avait même des kibboutz dans lesquels des Palestiniens travaillaient. C'était quand même pas non plus que des colons méchants, etc., etc. Donc il y a un moment donné où il faudrait un peu plus de mesure, un peu plus de sens de l'histoire, un peu moins d'idéologie, pour faire savoir qu'il est un peu facile de son fauteuil en France de donner des leçons à Israël en disant génocide par-ci, génocide par-là, quand on n'est pas capable de dire qu'il y a eu un génocide des Vendéens, dont Robespierre et les siens avaient fait savoir à l'époque qu'il fallait tous les détruire parce qu'ils étaient Vendéens. Personne ne dit qu'il faut détruire les Palestiniens parce qu'ils sont musulmans et détruisez-les tous. Ça serait véritablement un génocide. Et évidemment, je parlerai de génocide et je m'opposerai à ce génocide. Ici, c'est une guerre qui a été déclenchée. On ne peut pas déclencher par le Hamas. On ne peut pas déclencher une guerre puis après dire « Ah, mais vous êtes méchants dans votre façon de répondre à la guerre que nous avons déclarée. » Bah oui, mais c'est vous qui l'avez déclenchée. Et je pense d'ailleurs, ça c'est peut-être à mettre au pot commun de la réflexion, que cette guerre-là, elle a été voulue par le Hamas. Le Hamas voulait que Netanyahou réagisse comme ça. Peut-être le moment serait... C'est un piège, ça s'appelle un piège. C'est un piège. Et peut-être qu'on pourrait demander à ce que Netanyahou quitte le pouvoir et que des élections soient organisées pour que les Israéliens choisissent un gouvernement de guerre. Et pas forcément cet homme qui est juge et parti et qui a des intérêts dans l'aventure. Il a besoin, lui, que ça continue la guerre. Je pense que la communauté internationale s'honorerait de dire on refait des élections pour que vous ayez un chef de guerre. Et ce chef de guerre, vous allez choisir, c'est peut-être pas Netanyahou. Et si ce chef de guerre, il veut vraiment radicaliser la guerre, il la radicalisera. Et s'il veut la paix et qu'il a les moyens de la paix, il le fera aussi. Ça s'appelle la démocratie. Voilà, selon un processus démocratie. Merci beaucoup Michel Onfray. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. L'info continue sur CNews.